Le réveil de l'info. C'est Atlantique Radio. Alors ce qui est bien, c'est que quand les décodeurs arrivent le matin, il y a une première discussion sur des sujets qui ne font pas partie de l'émission du jour, évidemment. Et je pense qu'il faudrait faire les décodeurs papers. Parce que tout à l'heure, je parlais du Washington Post qui est en difficulté. Mais ils ont sorti les Pentagon Papers. Mais nous, il faudrait les décodeurs papers. Je pense que c'est enregistré, il y a matière. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on parlait de la CAN. Mais alors, bonjour Hicham Ahmedi, Oui. PDG de Togo. Merci. Bonjour Abdelghani Youmni, Bonjour. économiste et spécialiste des politiques publiques. Bonjour. Et c'est vrai que je vous ai demandé, parce que je vous connais un peu, surtout Hicham, parce qu'on a quand même beaucoup parlé football pendant une certaine période, il n'y a pas longtemps. Exact. Et je vous demandais à tous les deux si la dépression était terminée, quoi. Et j'étais surpris de votre... Alors c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'étais surpris de votre réponse, parce que je pense que c'est encore là, quoi. Qui veut répondre? Ça va pas partir. Non, mais ça pourrait partir quand même. Oui, mais ça va rester. Pour moi, c'est une blessure qu'on n'oubliera jamais. Ce qui est intéressant, c'est qu'Abdelghani Youmni, vous me disiez, il y a une blessure tout de même avec le Sénégal. Ouais, je pense qu'il y a une déception, parce qu'on ne pensait pas qu'il y aurait ce... On pensait qu'on était dans une fraternité qui dépasse le sport ou les trophées. Et on s'est retrouvé. C'était un peu bisounours quand même, hein. Oui, non, mais souvent, vous regardez 2022, la finale de la Coupe du Monde, France-Argentine, ça s'est mal terminé. Oui. Mais quand même, après, c'est fini. Là, les choses, je pense qu'ils ont dépassé. Et moi, c'est le comportement des Sénégalais sur le terrain qui m'a beaucoup blessé. C'est une blessure, hein, parce que c'est une surprise. On s'attendait à tout. Sauf à ça, et je pense que ça laissera des traces, et voilà. En fait, on a fait une grande réception. Oui. On avait des invités de marque et de taille. Qui se sont mal comportés. T'imagines, voilà. Tu fais la même chose chez toi. Chez toi, et tu as quelqu'un qui... c'est aussi basique que ça, et que globalement, on a sorti... on a mis les petits plats dans les grands, on a fait tout ce qu'il faut. Et qu'à la fin, on se ramasse. Et c'est pour cela que... si ça se passe chez toi, tu leur dis merci. Salut les gars, et puis tu les revois plus, quoi. Ouais. Si vous voulez Franck Mathieu, c'est pas compliqué. Vous avez votre mariage, vous invitez votre meilleur ami, et puis il vous gâche le mariage vers la fin, et ça passe pas. Voilà. Exact. Oui. Bon, mais en fait... tant qu'il ne repart pas avec la mariée... il est reparti avec il est reparti avec la mariée. Il est reparti avec la coupe. Génial, merci. Non, mais... Merci, on va scorer sur les réseaux sociaux. Très bien. Mais surtout, la réaction institutionnelle a été intéressante parce qu'on a été au-dessus de tout ça. Et on a confirmé que les relations ne sont pas, on va dire, ne sont pas touchées par ce fait sportif. Maintenant, la déception, elle est là et on ne l'oubliera pas. Il faut du temps pour qu'on puisse le digérer. J'aimerais dire un petit mot. Allez-y. Voilà. En fait, vous montrez à quelqu'un la lune et puis il reste fixé sur le doigt. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. Parce que repartir... Le Maroc, ce qui l'intéresse, c'est l'Afrique. Ce n'est pas la Coupe d'Afrique. Donc, les Sénégalais ont gagné la Coupe. Mais nous, ce qu'on veut garder, c'est l'Afrique pour construire. Parce que le foot... c'est l'après-dessert et c'est avec le café. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le plat de résistance, c'est de développer ce continent et de travailler ensemble. Moi, je reviens de Tunisie où j'étais avec des délégations algériennes et sénégalaises et béninoises et beaucoup de pays. Et ben, j'étais très déçu des comportements des Sénégalais et des Algériens vis-à-vis de ceux qui représentaient le Maroc. Mais en coulisses, ce qui sortait, c'est qu'au-delà des Sénégalais, les Sénégalais se sont mal comportés dans le match, c'est qu'il y avait des fédérations de l'Afrique subsaharienne qui ont menacé de quitter la CAF si les sanctions étaient sévères envers le Sénégal. Et c'est ça ce qui est malheureux, c'est qu'on a fait une grande réception et qu'on a été, on va dire, on a fourni des solutions d'appoint pour plein de pays qui n'arrivaient pas à tenir leur match, qui n'avaient pas de terrain conforme et qu'on avait reçu. Et je pense que c'est gracieux et que ça a été, on va dire, financé par le Maroc. C'est ça ce qui n'est pas compréhensible. Et donc, c'est pour ça que cette blessure partira, mais difficilement. Et qu'on doit, effectivement, comme disait mon ami, pérenniser notre profondeur africaine et accepter que
le prix à payer, on va dire, de la modernité et du développement, étant qu'il y ait, entre parenthèses, une certaine jalousie et que c'est quelque chose avec laquelle on doit vivre. Après, on a fait deux postulats qui ont leurré les Marocains. Le premier, c'est qu'on a dit on n'a pas gagné la Coupe d'Afrique il y a 50 ans, il faudrait qu'on la gagne. Les Anglais ont inventé le foot, ils ont gagné la Coupe du Monde une fois. Et le deuxième postulat aussi... C'est un dossier noir pour moi, non, attention. Non, mais le deuxième postulat, c'est qu'on a dit on organise la Coupe d'Afrique, il faut qu'on la gagne. Je ne pense pas qu'on organise une fête pour tout rafler. Et il faut sortir de la mentalité bisounours, il faut avoir une autre stratégie. Je pense que le Maroc réussit dans beaucoup de domaines, mais dans le domaine du foot et surtout sur le continent africain, il faut être réaliste parce qu'il y a beaucoup de considérations extérieures qui accompagnent cette organisation. Et même quand on joue une finale, quand on joue les éliminatoires et les demi-finales et quarts de finale qui organisent, je pense qu'il y a beaucoup d'affectifs qui accompagnent les pays africains parce qu'ils ont envie de gagner, parce que souvent les dirigeants politiques, ils n'ont que ça à offrir à leur peuple. Et je pense qu'il faut prendre de la hauteur et dire que le Maroc, nous avons ça fait 40 ans que le Maroc fait des réformes, c'est un pays qui se développe, qui est sur le toit de l'Afrique sur beaucoup de domaines. Il y a le foot, on peut gagner ou perdre la coupe, je pense que c'est pas le... Voilà. Bon, mais est-ce que, alors on a bien compris, hein, la politique africaine, elle va continuer, le développement économique en Afrique va se poursuivre, heureusement, la diplomatie va se poursuivre de cette façon-là, mais est-ce qu'il faut changer, modifier notre façon d'aborder certains pays et d'être peut-être moins naïf? Je pense qu'il faut être moins naïf, il faut être beaucoup plus aussi virulent quand il le faut. Et je pense que ce qui a été démontré pendant cette scan, c'est que nous n'avons pas de médias forts et nous n'avons personne pour nous défendre. Et on a compté sur les réseaux sociaux pour défendre le Maroc, alors que le Maroc dépense des milliards et des milliards sur toutes ces infrastructures, sur le développement. Mais il a oublié l'essentiel, c'est de préparer la guerre informationnelle. C'est celle sur laquelle on a été battu, avant d'être battu sur le terrain. Mais ça en dit long quand même sur les médias marocains. Ce qu'on dit, on l'a dit vendredi dans les décodeurs avec deux journalistes, avec Aziz Saïdi et Wissam El Bouzdani. Il faut des médias forts. Il faut qu'en 2030, quand on va co-organiser la Coupe du Monde, on ait des médias forts. Il faut peut-être penser à ça. Non, mais c'est quoi des médias forts? Des médias qui ont, d'abord des médias qui font leur boulot de médias, ça c'est important. Hein. Je rappelle quand même que lors de la commission, de la haute commission, la commission, pas la haute commission, c'est autre chose. La commission pour les sanctions de la CAF, il y avait 7 médias sénégalais, il y avait 2 médias algériens, il n'y avait pas un média marocain. Exact. Voilà. Un média fort pour moi, c'est d'abord des journalistes qui sont de qualité. Non, mais il y a des journalistes de qualité au Maroc. Il y en a ici dans ce groupe. Oui, mais on n'a pas suffisamment. Il n'y en a pas suffisamment. Quand vous voyez la qualité des questions posées avant et après les matchs, franchement, ça n'a rien à voir avec quand vous regardez la Champions League et quand vous voyez les conférences de presse et les questions qui sont posées, ça n'a rien à voir. Et donc, vous avez des questions qui sont... Soit on est là pour... globalement, on a une grande organisation. Cette question s'est répétée tout au long des conférences de presse. Alors que ce n'est pas le sujet. Le sujet, la conférence de presse, c'est le sujet du match, c'est les préparatifs. Et donc, tout au long de toutes les conférences de presse de l'équipe nationale, on reposait la question, est-ce qu'on va gagner la coupe? Ça y est, on l'a annoncé à un moment, point barre, on passe à autre chose. Et donc, c'est pour ça que je reviens à la qualité des journalistes. Et quand on a un journaliste qui pose la même question tout le temps, il veut confirmer ou simplement des déclarations, enfin j'ai vu plein de déclarations plutôt de questions, plein de déclarations, je pense de journalisme sportif, allez, pour que ça soit limitant et qu'on ne fasse pas de procès d'intention. A priori, il y avait 90% de journalistes sportifs dans les conférences. Et donc on a que des déclarations plutôt que des questions, que de l'opinion. Oui, oui. Vous savez, on est un pays d'opinion. C'est vrai et ça n'a pas de sens. On a très peu parlé de football pendant cette voilà. Ça, et ça, c'est pas bon. Et l'essentiel, c'est chaque match,
c'est la qualité de la préparation du match, la stratégie du match. Qu'est-ce que vous avez... le sélectionneur a essayé de ramener. Mais quand vous avez la question, est-ce que vous allez gagner la CAN, il est obligé de dire oui, je vous l'avais dit, et que. Et donc ça se répétait, ça devient gavant. Ça devient gavant pour nous, non? Ouais. Mais c'est Non, vrai. c'est vrai, c'est vrai. Et c'est ça vrai, c'est devient vrai. gavant pour les autres Bon, aussi. 30 secondes, Abdelrahmani Ben Youmni. moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait une volonté d'avoir des médias forts au Maroc. D'ailleurs, la personne qui préside la fédération des journalistes aujourd'hui au Maroc n'est pas journaliste. Et alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut avoir, est-ce qu'on veut que les médias fassent partie de la puissance économique et géopolitique et de leadership dans la région du Maroc ou on ne veut pas? Ben, voilà, c'est ça, c'est ça la question. Mon téléphone bip, hein, donc. Non, là, il y a je un pense que- journaliste fort et il est fort même physiquement. Donc, on peut avoir des coups si je ne cède pas la place. Vous voulez parler de Karim Droné. On se retrouve. Alors, c'était pas prévu cette introduction, mais ça fait du bien. Bien. Ça fait du bien. Et puis, ce sujet des médias, on en reparlera parce que c'est un Mm. très très grand sujet. J'espère qu'on ne sera pas d'ailleurs les seuls à en parler, bien évidemment. On se retrouve après les infos de 8h30 pour la suite des décodeurs. Les décodeurs jusqu'à 9h30 avec Hicham Hamadi, PDG de Togo, et Abdelrahmani Youmni, économiste et spécialiste des politiques publiques. On va parler de l'AMO, de la protection sociale. Quand la Cour des comptes tire le signal d'alarme, la Cour des comptes dresse un bilan sans concession de l'avancée des réformes de la protection sociale au Maroc, en particulier de l'AMO, de l'aide sociale directe. Si des progrès notables sont reconnus, notamment l'élargissement du nombre d'assurés, l'institution alerte sur des déséquilibres financiers, une couverture effective encore limitée et une fragilité des mécanismes de gouvernance qui pourraient compromettre la soutenabilité du système à moyen terme. Alors, il y a plusieurs choses que la Cour des comptes pointe. La croissance des dépenses de soins a été nettement plus rapide que celle des ressources. Entre 2022 et 2024, les charges ont augmenté d'environ 83%, alors que les recettes n'ont progressé que de 36%, menaçant la durabilité financière, notamment pour les régimes autres que celui du secteur privé. Comment vous le trouvez, Abdelrahmani Youmni, ce rapport de la Cour des comptes? Bah écoutez, nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis 2021, Ouais. parce que le chantier de la protection sociale, c'est un chantier royal qui date de 2021, donc pour construire l'État social. Et je pense que c'est une excellente initiative, parce que ça fait partie aussi du socle d'une nation. Nous avons tiré la sonnette d'alarme sur les problèmes de financement à venir, parce qu'on le savait. Alors, pour rappeler quelques chiffres, c'est que comment on finance une protection sociale de santé, surtout dans n'importe quel pays. Vous avez besoin d'actifs qui vont financer les besoins des actifs et des inactifs. Alors, le problème au Maroc, c'est que nous avons dans le privé, on a 4,5 millions dans le privé. Nous avons à peu près 600 000 à 700 000 fonctionnaires et nous avons à peu près 1 million de retraités. Donc, ça fait en tout 6 millions. Le problème, c'est que le nombre d'actifs total au Maroc, ce n'est pas 6 millions, c'est 12 millions. Donc, nous avons un gap de cotisants de 6 millions qui ne répondent pas. Donc, il y a eu des initiatives de la part du gouvernement et qui sont louables, d'amener les gens vers la cotisation. Parce que sans cotisation, ce n'est pas possible. Pour rappeler les chiffres, c'est qu'on a besoin, pour financer la protection sociale, surtout l'assurance maladie, on a besoin de 51 milliards de dirhams par an, chaque année. Et donc, il y a 34 milliards qui devaient venir des cotisations et 14 milliards de dirhams de l'État. Donc, les 14 milliards de dirhams de l'État, ils sont toujours là. Le problème, c'est que les 34 milliards, ils ne sont pas là, ils ne sont que partiellement, parce que les Marocains, les salariés marocains et les gens aussi du secteur non régulé, non organisé, refusent de cotiser. C'est la théorie économique qui est connue, celle du passager clandestin. C'est que les gens veulent se soigner, mais ne veulent pas cotiser, ou ils ne sont pas en capacité de cotiser. Mais je pense que ce n'est pas à l'État, parce que sinon on va tomber dans une situation qui est très 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 grave, qui est celle d'avoir des déficits budgétaires qui vont être produits par les déficits de la sécurité sociale maladie, et ça c'est très très grave. Mais c'est un système qui est facile à comprendre quand vous l'expliquez. Il est comme ça. Il est comme ça, oui. D'accord, ok. Donc maintenant il faut trouver comment obliger les gens à cotiser. Alors je ne parle pas de l'informel parce que c'est compliqué.
Hicham. Comme s'amuse à dire un financier que je connais, la charge est toujours certaine, le revenu est toujours hypothétique dans tout système. Donc quand vous avez un budget, vous savez que la dépense, elle est là, mais le revenu, il va falloir aller le chercher. Et donc, comme disait mon ami, effectivement, il y a cette assiette dans laquelle une bonne partie des cotisants ne cotisent pas, des cotisants, des gens qui doivent cotiser, qui ne cotisent pas. Et la question fondamentale, c'est comment les amener à cotiser depuis. Enfin, on parlait d'intégration d'informels, on parlait d'auto-entrepreneurs, on parlait de plein de choses. Et l'utilisation de la carotte et du bâton devient primordiale et il faut que ça soit le focus si on ne veut pas aggraver, on va dire, le déficit des dépenses. Et c'est important. Maintenant, il y a énormément. Enfin, ça, c'est une estimation de ma part, ça n'engage que moi. Je pense qu'il y a plein de personnes, et je pense que sur les 6 millions restants qui ne cotisent pas, plus de 80% ne cotisent pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que c'est compliqué de le faire et parce que je ne vois pas l'intérêt et parce qu'on ne m'accompagne pas pour le faire. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé le pack et on a dit, pour le faire, par exemple, prenons un exemple, les employés de maison. Pour cotiser, il va falloir prendre un contrat type sur le site. Il va falloir le prendre, le signer, le légaliser, partir à l'administration, faire les démarches, et puis après, et ça prend énormément de temps. Et donc, je suis certain que plein d'employeurs dans ce cas ne le font pas par manque de temps, par manque de disponibilité, et par manque d'information, tout simplement. Par manque d'information, et parce que le process est complexe. Il va falloir qu'on se penche sur la manière avec laquelle on veut intégrer ces gens. C'est primordial, il faut que ça soit simple. Deuxième chose, il faut qu'on les aide à le faire. Et pour les aider à le faire, il faut capter à la source cette cotisation. Pour capter à la source, il n'y a pas mieux que... Enfin, si on regarde les fonctionnaires, c'est 100%, le taux de recouvrement est égal à 100% parce qu'on capte à la source toutes les cotisations. Et on doit faire le parallèle sur tout le reste. On doit capter à la source. Et pour capter à la source, il va falloir qu'on digitalise les flux et que ça soit quelque chose qui est, on va dire, entre parenthèses, obligatoire. Typiquement, si vous faites appel à je sais pas, un plombier, un électricien, il va falloir que le paiement de cette transaction se passe d'une manière digitale et qu'il y ait une captation à la source de la part de cette cotisation. Et ça passe par le développement des moyens de captation de ces flux et des transactions. Et ça passe par des éléments techniques qui sont connus. C'est une bonne idée, hein. N'en parlez pas trop parce qu'on va vous la piquer. Ah non, j'en ai plein, vous inquiétez pas. Okay. Il n'y a pas de copyright dessus. Est-ce qu'il n'y a pas toute il y a encore d'autres... Donc, je disais simplification. 2, captation à la source. Et 3, et à mon sens, c'est primordial, descendre sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, on fait plein de stratégies qui sont sur le papier très sympas, d'intégration sociale et financière, mais on ne va pas à la rencontre de ces gens. On va pas à la rencontre. Il va falloir massifier ces rencontres, massifier. Quand tout à l'heure, tu parlais d'information, l'information, ça ne passe pas que par de la télé ou par des communiqués, mais ça passe par une massification du contact. Et donc, faire sortir l'ensemble des fonctionnaires et aller sur le terrain, aller rencontrer ces gens et aller leur expliquer. Ce qu'on a fait, par exemple, pour le Covid, par exemple. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas toute une frange de la population marocaine qui pense que l'AMO, c'est l'État ? Oui. Alors, d'abord, je vais reprendre ce que Hicham Hamadi a dit, et je suis entièrement d'accord avec lui. Il y a des pays qui ont expérimenté ce qu'il dit. D'abord, il faudrait faire reculer le cash et accélérer la bancarisation. Exact. C'est ce qui permet à l'État de bien fonctionner. Maintenant, est-ce qu'il y a une frange de la population qui pense que la santé, c'est l'État ? Oui, parce qu'on n'a jamais expliqué à la population que pour avoir la santé, pour avoir des hôpitaux, et pour avoir des cliniques, pour avoir des médecins, il faut les former, et ça ne peut être financé que par l'impôt et la cotisation, parce que ce n'est pas la même chose, l'impôt et les cotisations.
Alors, le problème que nous avons au Maroc, à part celui-là, c'est qu'aujourd'hui que l'assurance maladie obligatoire fonctionne, on a eu l'Aramed il y a plusieurs années, et l'Aramed allait chercher les gens vraiment qui sont nécessiteux. Maintenant, l'assurance maladie obligatoire, c'est tout le monde, hein. Donc, c'est plus l'AMO pour les pauvres, une frange de la population. Oui. Donc, l'AMO, c'est tout le monde. Donc, cette assurance maladie obligatoire, elle est au service, c'est un service public, mais en même temps, il faut la financer par des cotisations et l'État ne peut pas la financer avec des déficits ou de la dette parce que sinon, on va tomber dans l'assistanat, ce qui n'est pas une bonne chose. On a l'expérience de ce qui se passe aujourd'hui en France. Moi, j'ai toujours défendu une idée. C'est d'avoir un budget sécurité sociale au Maroc, comme ce qui se passe dans beaucoup de pays. C'est-à-dire nous avons un PLF, un projet de loi de finances, de tout ce qui est économique et budgétaire, mais on doit avoir un projet de loi de finances sociale pour la sécurité sociale, parce qu'aujourd'hui, nous voulons construire un État social. Donc nous avons deux jambes. On a la première jambe qui est la jambe de la santé, qui est financée par les cotisations et par une participation de l'État. Et puis une deuxième jambe qui sont l'aide aux 4 millions de Marocains qui sont vulnérables avec des virements de 500, 600 dirhams et qui sont aussi financés par contre par un effort de l'État. Le problème, depuis que nous avons cette réforme de l'AMO qui s'est faite entre 2021, 2022, 2023, c'est que 91% des soins sont captés par le privé. Oui, voilà, c'est ça. Et aussi des cotisations sont captées par le privé. Et on n'a que 9% par le public. Et ça, c'est dans le rapport de la Cour des comptes. Et moi, je trouve, pour une fois, parce que la Cour des comptes a été courageuse une fois, elle a été punie. Et là, pour cette fois, elle a été courageuse. Elle a mis le doigt sur un sujet très important, parce que c'est un sujet qui peut faire très mal avec l'accélération du vieillissement de notre population, parce qu'on aura besoin, plus ça va, plus on aura besoin d'argent. Puis donc, il y a des problèmes de gouvernance, mais aussi il y a des problèmes de ce déséquilibre financier, où nous avons les dépenses augmentent de 83%, et puis on a les recettes de 36%. Là aussi, on a un gap et un déséquilibre. Moi, je ne suis pas très optimiste sur l'avenir de la protection sociale sur sa fenêtre santé. Alors, votre idée de budget sécurité sociale, là, c'est pas mal, mais est-ce qu'on pourra faire autrement d'ailleurs? Il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Et c'est là où les Marocains, ce que disait... On va voter bientôt. Oui, mais vous verrez, les partis politiques, ils ne vont pas parler du tout de ça, ni d'éducation, ni de santé. Ils vont parler d'autres sujets. Ils vont parler de... On va vous faire les goudrons, on va vous donner de l'argent, on va créer 10 millions d'emplois, mais il n'y aura jamais les vrais sujets. Ça, c'est un sujet de la nation. L'avenir de la santé, c'est un sujet régalien. Donc, si vous voulez, il faut un budget de la sécurité sociale. C'est ça qui parlera au Maroc, parce qu'on va dire, cette année, on a dépensé 40 milliards, on a un gap de 20 milliards. Et les Marocains vont comprendre. Tant qu'on fait, c'est avec ça qu'on peut descendre, et là, on aura besoin des médias. Oui, tout à fait. Information, toujours information. Mais ce budget risque d'augmenter tous les 5 ans. L'équilibre, de toute façon, vous savez comment ça se passe. Moi, je suis un peu spécialiste de ce qu'on appelle les finances sociales ou les politiques publiques. De toute façon, Hicham Hamadi le dirait, il a parlé tout à l'heure du revenu et aussi de... Mais là, c'est bien parce que vous avez 2 bonnes idées tous les deux. Oui, il a parlé de revenu. Mais de toute façon, on s'est déjà vu, on a parlé de beaucoup de sujets. Vous déjeunez quand avec Monsieur Le Cornu Non, mais... Private joke. Non, mais Franck Mathieu, en fait, le budget, c'est très simple. Vous avez des recettes et des dépenses. Et quand je parle d'un budget des finances sociales, ça veut dire le budget 2028, on va le préparer en avril 2027. Et donc là, on aura une visibilité, puis on ira chercher des recettes, on pourrait faire des arbitrages, mais il faut un budget de la sécurité sociale aujourd'hui au Maroc. Est-ce qu'on a les moyens de faire ça? Parce il faut le faire. On va rajouter un budget sur un budget qui augmente tout le temps. Mais il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont 2 budgets, un projet de loi de finances. Mais on va trouver où l'argent dans l'État? On a déjà les 14 milliards de l'État. C'est vrai. Et puis on a les recettes des 6 millions d'actifs. Et après, il faut aller chercher les autres 6 millions. En fait, il va falloir qu'on rentre dans un cercle vertueux de telle manière à ce que ce budget soit stable ou diminue. Je m'explique. C'est qu'on a une assiette des cotisants aujourd'hui qui est à 45, à moins de 50%. Et donc, si on arrive à intégrer les autres 50%, ça veut dire qu'on augmente les recettes et ça devrait être équilibré, de 1. De 2, il va falloir qu'on ait une économie qui crée de l'emploi. Plus on crée de l'emploi, plus on crée du revenu, plus on crée de la cotisation. OK ? Et à la fin, je pense qu'on a
un pays qui peut travailler sur la prévention. Parce que sur la santé, plus on travaille sur la prévention, moins on aura recours à la santé, donc moins on dépensera. Donc c'est ces critères sur lesquels on doit travailler. Je pense qu'on n'est pas un pays où on a... on ne travaille pas du tout sur la prévention. Prévention, je pense que les gens qui ont recours à l'amour... Typiquement le diabète... Typiquement, se retrouvent au pied du mur. Les maladies chroniques, il va falloir qu'on travaille sur le diabète, il va falloir qu'on travaille sur plein d'habitudes qui font que on est sujet à des maladies qui sont coûteuses. Prévention, par exemple, il y a des pays qui ont fait des choix par rapport à des choix à partir d'un certain âge, de faire de l'ablation d'un certain nombre, pour prévenir des choses qui peuvent arriver, qui coûtent très très cher. Donc il faut qu'on travaille sur la prévention, l'élargissement de l'assiette, l'intégration de l'informel, et ça c'est très important. En fait, on en revient tout le temps. Et là, ça nous amène au nouveau modèle de développement et l'économie de rente, parce que si on veut qu'on ait une économie qui intègre toutes les franges de la société, il va falloir qu'on commence par cela. Et ça permet, parce que je vais me répéter, les Marocains qui ne cotisent pas malgré eux. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Je suis certain de cela. C'est impossible que quelqu'un à qui on explique que voilà, quand vous tombez malade, il va falloir que vous ayez la possibilité d'aller, et tout le monde à expérimenter, on va dire cela, à travers soit ses parents, ses enfants, ses proches, Et donc, il faut simplement qu'on les accompagne pour pouvoir le faire. Ouais. Vous le disiez tout à l'heure, Abdelrahmane Youmni, il y a un chiffre qui est assez étonnant, c'est les établissements privés versus les établissements publics. Pourquoi les établissements publics restent-ils marginalisés de cette façon, quoi ? C'est un phénomène qui n'est pas que marocain. Oui. C'est ce qu'on appelle le crowding out. Le crowding out du public par le privé. Oui. C'est la captation de tout ce qui devrait aller au public par le privé. On a des pays qui sont champions dans ça. Il y a l'Égypte, il y avait la Turquie, elle est en train de revenir. Et puis vous avez le Brésil et le Chili. Le Chili, c'est le champion de l'ultralibéralisme. Alors, ce que nous avons au Maroc, c'est que le Maroc fait beaucoup d'efforts pour former des médecins, pour former des soignants, pour avoir des infrastructures hospitalières de très haut niveau. Mais moi, j'étais surpris d'avoir une grande infrastructure, une grande société médicale cotée à la bourse. Je n'ai pas compris. Et puis, j'ai vu l'introduction à 300 dirhams et au bout de 2 ans, il est à 1130 dirhams. 300, 1130. Ouais. Et normalement, donc, bonne affaire. Oui, mais les profits que vous faites, vous les faites à travers les cotisations. Donc, il y a un problème. Là, c'est un vrai crowding du privé par le public. Maintenant, si ce système hospitalier privé marche très bien, moi, je le veux. Je trouve que ça peut être, efficient. Dans quel cas ? Ça peut être efficient dans le cas où nous avons des vases communicants entre ce privé qui est très riche et qui fait de l'argent et ce public qu'on doit. Et du coup, comme font d'autres pays dans le monde, et on peut demander aux grands professeurs qui travaillent dans le privé d'aller faire quelques jours, quelques heures dans le privé, parce que c'est là où on va. Parce que le public aujourd'hui paye mal, il n'y a pas beaucoup d'équipements, on doit le faire. On doit le faire parce qu'il faudrait partir d'un principe très simple. C'est que la santé, c'est un bien commun. C'est un bien public, c'est aussi un bien commun. C'est qu'une nation qui se porte très mal sur le plan de la santé psychologique aussi et physiologique, ce n'est pas une nation qui peut avoir un avenir. Donc moi, je crois que si on a un système de vases communicants, parce que je voyais qu'il y a beaucoup de privés, moi, je trouve ça très bien. Hicham, pour terminer cette première partie. On ne va pas terminer parce que j'ai encore une question à vous poser, on la posera après Jean-Noël Mourad Baba. Ça démontre une chose, c'est que les règles de l'efficacité qui sont imposées, qui sont naturelles dans le privé, ne le sont pas dans le public. Parce que le fait que les gens vont vers le privé, c'est parce que ça va très vite. C'est parce qu'il a sa prise en charge rapidement. C'est parce qu'il a de la qualité et c'est parce que les soins sont disponibles. Quand vous partez chez le public, il y a une autre histoire qui se passe. Parce que les règles de gestion ne sont pas les mêmes et que vous êtes malheureusement face à des gens qui ne sont pas régis par l'efficacité. Et c'est souvent un peu la galère. Il est 9h, on se retrouve juste après les infos de Mourad Baba.
La suite des décodeurs avec Hicham Abadi aujourd'hui, PDG de Touvo, et Abdelrahmi Youmni, économiste et spécialiste des politiques publiques. On parlait de protection sociale, de l'AMO. J'avais une question que je n'ai pas eu le temps de vous poser. Faut-il revoir le panier de soins, les taux de remboursement, etc. dans l'AMO actuel pour, Oui. du coup, Très vite. hein D'abord, il faudrait... Parce que là, c'est un peu open bar, en fait. Il faut trouver une péréquation entre les coûts dans le public et le coût dans le privé, parce que si vous avez des surcoûts dans le privé, ils sont financés par les cotisations, et ça va accélérer le déficit. Donc, il y a un travail sur la gouvernance qui doit se faire entre... D'abord, le ministère de la Santé, les privés, mais aussi le public. Mais malgré tout ça, moi, je vous le dis, je pense que le Maroc est en train de faire des avancées énormes sur son système de santé. Bien sûr, Malheureusement, bien sûr. il y a plus de privés que de publics. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui pratiquent le tourisme de santé. Ils viennent au Maroc, et pas seulement de pays moins avancés que le Maroc, il y a aussi des gens qui viennent des pays européens et même du Canada, par exemple. C'est vraiment, c'est sérieux, hein, c'est pas Non, mais c'est à cause des rendez-vous et à cause de beaucoup de choses. Donc au Maroc ce qui se passe aujourd'hui, aussi en Turquie, ce qui voilà. se passe aussi... Alors le Maroc n'a pas encore développé comme la Turquie, mais les Turcs étaient très déficitaires sur leur budget santé. Ils sont en train de se rattraper en obligeant le privé à aider le public. Donc il faut renforcer l'offre publique, il faudrait repenser les mécanismes de financement, et puis il faut une gouvernance de pilotage des dépenses, comme vous le dites, c'est-à-dire sur la facturation. Ça, il faudrait et puis l'offre de soins pour voir... il faut une tarification qui existe, hein, qui existe dans le public et même dans le privé, mais elle n'est pas toujours respectée. Hicham, pour finir avec ce sujet-là. Non, complètement d'accord. Et surtout, il faut arrêter de facturer les prix des nuitées comme si c'était un 5 étoiles. Ça, ce n'est pas acceptable. Je comprends parfaitement que les prestations ne sont pas de la même nature qu'au niveau du public, mais il va falloir, on va dire, rester raisonnable parce qu'il s'agit de personnes qui ont besoin de soins, et que quand on est face à ce besoin, il faut pas en profiter de cette manière. Donc ça, c'est important. Et deuxièmement, effectivement, travailler sur toutes les taux de remboursement et les tarifs de référence. C'est obligatoire parce qu'il en va de l'équilibre. Et pour qu'on puisse faire aussi valoriser le service public. Parce que l'hôpital public devrait aussi offrir la même qualité que le privé. Alors parlons d'emploi maintenant, des chiffres en hausse, des fractures persistantes. Le marché du travail montre des signes de reprise après plusieurs années difficiles. Entre 2024 et 2025, l'économie nationale a créé 193 000 postes d'emploi, soit plus du double qu'en 2024. Ce sont les chiffres du HCP, bien sûr. Est-ce que ces créations d'emplois, c'est le signe d'une vraie dynamique ou... on va dire, un rattrapage qui est maintenant comptabilisé? Déjà, Franck Mathieu, je vous remercie d'avoir choisi ces deux sujets. Ah. Le premier sur la protection sociale universelle. Je ne vous ai pas appelé en plus. Oui, hein. le premier sur la protection sociale universelle et le deuxième sur l'emploi. Alors le premier, il est en lien avec la justice sociale, très important, et le deuxième avec la réussite du nouveau modèle de développement, l'emploi. Donc j'espère que ce sera au sujet des campagnes électorales, des élections à venir en septembre 2026. Si c'est pas là-dedans. Donc votre question sur l'emploi, oui, il y a la diversification de l'économie du Maroc, et puis la campagne agricole avec une pluviométrie qui a été plus ou moins abondante l'année dernière, qui le sera beaucoup cette année, ça crée de l'emploi. Nous avons, 193 000, donc il y a une vraie dynamique. On est en train de s'approcher petit à petit de quelque chose qui n'a jamais existé au Maroc, de la corrélation entre la croissance économique et la création d'emplois. On est en train de s'approcher de ça, on ne l'avait pas. On avait toujours de l'emploi qui se crée de manière hasardeuse. Là, on a de l'emploi qui se crée dans l'industrie, dans la transformation, dans l'agroalimentaire. Donc, on est en train peut-être de changer de modèle économique. Oui, et le rapport entre l'urbain et le rural, l'urbain progresse beaucoup, plus que le rural qui perd des postes, par contre. Oui, c'est normal, mais le rural va récupérer maintenant des postes. Sûr. Avec la bonne saison. Il y a la bonne saison, puis il y a autre chose qui est en train d'arriver, ce sont les stations de dessalement d'eau de mer. On peut discuter du caractère écologique
Mais sur le plan de l'eau, je pense qu'on est... Et puis, il y a une diversification de la production agricole, parce qu'on est en train d'aller sur les fruits verts dans la région de Souss-Massa et aussi dans le sud du Maroc. Et je pense que ça, c'est des choses, des réorientations qui sont positives. Hicham, j'espère qu'on arrivera au million promis avant les élections, parce que là, oui, on se réjouit qu'il y a de la création d'emplois, mais à mon avis, elle est très très loin de la promesse de départ, qui a commencé par 2 millions et puis après qui est arrivé à 1 million. Et là, on est en fin de mandat et je pense qu'on en est loin. J'espère que, enfin, globalement, c'est une bonne chose que notre économie puisse être créatrice de valeur, mais il va falloir qu'on puisse tripler ou quadrupler de capacité parce qu'on a plein de jeunes qui sont enfin, je sais pas comment les NIP, enfin, j'oublie le nom. Voilà, les NIT, j'oublie le... Oui, justement, le point noir de tout ça, c'est que... C'est l'emploi des jeunes. C'est l'emploi des jeunes. Exact. Les diplômés aussi, et les femmes dans ce rapport. C'est pour cela qu'on doit accélérer la mise en place du nouveau modèle de développement. Parce que c'est que par ça qu'on arrivera à une économie qui créera de l'emploi et qui générera une croissance à plus de 5 ou 6%. Parce que c'est à partir de là qu'on sentira, nous, en tant que citoyens, l'impact. Parce que tant que c'est du 3-4%, l'impact ne peut pas être ressenti directement. C'est à partir de 6-7% qu'il y a un impact sur notre quotidien. Et pour arriver à cela, il va falloir apurer notre économie, sortir de la rente, sortir des chasses gardées, aller sur une économie complètement qui intègre toutes les franges de la société, qui n'est pas restreinte à quelques verticales. Sur les jeunes Sur les jeunes, nous avons, entre les 15-30 ans, nous avons 1,5 million de nets, c'est-à-dire sans emploi, sans formation et aussi sans éducation. Le taux de chômage est de 30%. Alors, on est à la fois victime et bénéficiaire d'une transition démographique accélérée. Alors, on est victime parce qu'on a un volume d'actifs et de jeunes qui arrivent très tôt et on n'a pas d'opportunité à leur offrir. Et on est bénéficiaire parce qu'il y a beaucoup de pays qui rêvent de ça. Au nord du Maroc, dans les pays européens, ils rêvent d'avoir des jeunes. Donc nous avons des jeunes, on n'a pas beaucoup d'opportunités à leur offrir. Je pense qu'il faudrait accélérer les réformes économiques pour l'entrepreneuriat, d'arrêter cette prédation sur le capital et sur l'industrie, sur la manufacture, et essayer de partager les opportunités et changer dans la pyramide de partage des richesses, parce que c'est ça qui est au cœur du modèle. Travaux, oui, mais le modèle de développement, si on ne change pas la morphologie de la pyramide de partage des richesses, on ne pourra pas devenir un pays développé. Parce que si vous avez la rente, donc c'est aussi un problème. Ce n'est pas de grands travaux, c'est des travaux de papier A4. C'est de prendre un papier A4. Il fallait que je la sorte. Aujourd'hui, on n'a pas eu de papier A4. Voilà. Oui. On sort un papier A4 vide et on décide que sur un secteur, il va falloir qu'on arrête avec l'économie de rente. On prend la banque, on prend les fintech, on prend la mobilité, on prend la livraison, on prend ce qu'on veut. On prend le transport interurbain, on prend ce qu'on veut. Et c'est que des décisions. Le coût ne peut être... Ça n'engendre aucun investissement. Ça n'engage aucun budget de l'État. Ce ne sont que des décisions qui feront que de la création d'emplois et de l'ouverture de notre économie à un autre type d'économie créatrice de valeur. Et il est temps d'aller vers cela. Je le répète toujours, mais année d'élection, donc on a des programmes politiques qui vont être clarifiés d'ici quelques semaines, quelques mois peut-être. Est-ce que vous pensez que ces sujets-là, qui nécessitent beaucoup d'idées, d'innovation, etc., ces idées-là vont être développées dans les partis politiques? Il faudrait, parce que il y a des signaux d'optimisme et très positifs sur le Maroc d'aujourd'hui. Sur le Maroc d'aujourd'hui, de 2025, ce n'est pas le Maroc de 2000 et ce n'est pas le Maroc de 2010. Donc on est dans un Maroc où vous avez un développement
d'infrastructures, une économie qui se diversifie. Maintenant, les partis politiques, mais surtout les régions, parce qu'on a aussi des inégalités territoriales. Donc, il faudrait que les Alors, du coup, on a des régions qui sont très développées, des régions qui sont un peu en retard. On peut regarder la répartition du PIB, on va comprendre, et aussi la répartition de l'emploi. Et on a parlé aussi des femmes entre 2021 et 2025. La régression du taux d'emploi des femmes qui était à 22, qui est passé à 19. On aimerait bien avoir une explication. Donc, si vous voulez, Franck Mathieu, il faut que les partis politiques s'emparent de ce nouveau modèle de développement. Pour l'activer, il faut faire des propositions. Ouais, écoutez, on se fait une petite pause pub, on revient juste après. 9h20, on termine avec ce sujet-là, Hicham. Si vous voulez mon avis par rapport aux partis politiques, est-ce qu'ils vont intégrer dans leurs propositions d'abord, les élections arrivent et moi, je n'ai pas vu de préalable ou de prémisse à leurs propositions. Et comme leur habitude... Il n'y a pas beaucoup d'idées en ce moment. Hein. Ça va venir, j'espère. En tout cas, si l'emploi, c'est quand même un point central. Le chômage, les jeunes, etc., etc. Ils attendent l'élimination, probablement. Mais je ne crois pas qu'on aura... parce que je n'ai pas vu de changement majeur en termes d'action. Je n'ai pas vu de changement majeur en termes de préparation. Donc, non, je pense que les projets structurants sont toujours des projets de l'État, pilotés directement par Sa Majesté. Et c'est heureusement pour nous. Les partis politiques, j'espère me tromper, mais je m'avance sur cela. Globalement, ils seront dans des calculs très limités, dans des propositions qui seront décorrélées de la réalité. Et on a eu la chance d'avoir un gouvernement qui avait la majorité partout. Il avait la majorité au Parlement, il avait la majorité dans les régions, il avait la majorité dans les communes. Et regardez le résultat, il avait promis 1 million d'emplois. On en est très très loin. Le chantier social, il est mené. Et là, on a le rapport de la Cour des comptes qui soulève énormément pas de défaillance, mais de décalage. On a du retard sur l'équilibre de l'eau, énormément de retard. On a du retard sur beaucoup de chantiers. On a beaucoup de questions sur l'interaction entre le privé et le public sur des appels d'offres. Voilà, donc c'est... Qu'est-ce que vous attendez À suivre. Sur ce sujet-là, une conclusion rapide, parce que je voudrais qu'on parle de sujets un peu plus internationaux. Rapide pour les élections, pour ce qui est à venir. D'abord, le chantier de la régionalisation avancée, éducation, région forte, investissement direct étranger capté par les régions, donc emploi, diversification de l'économie, cibler une croissance à 6%, c'est faisable, un taux de chômage à 8%, c'est faisable, un taux d'emploi des femmes à 24%, c'est faisable. Et puis, regardez bien nos accords de libre-échange et aussi nos accords avec d'autres pays, nos importations de la Chine, de la Turquie, de l'Égypte. Il faut les regarder de très près parce que ça détruit de l'emploi, ça nous affaiblit nos réserves de change et ça nous empêche de créer des manufactures industrielles de transformation. 9h22. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Alors, premier débat express rapide. Le dernier traité de désarmement nucléaire entre les États-Unis et la Russie a expiré. C'est aujourd'hui. C'est un moment grave pour la paix. C'est le leader chinois qui dit ça. Donc, il a été respecté avant. Non, franchement. Non, mais ils ont arrêté de développer des têtes nucléaires. Ils ont arrêté de ne pas s'armer. Bon, il y avait ce traité. Ok. Ouais, c'est un traité qui ne servait à rien. C'est un traité. 90% des armes nucléaires sont concentrées entre les mains des Chinois et des Américains. Des Américains et des Russes. Les Chinois, ils ont 10%. Oui. Après, les autres, ils ont 10 miettes. Il y a une convergence de points de vue entre les Russes et les Américains aujourd'hui. Et il y a aussi un choc pétrolier que personne ne voit. C'est le choc pétrolier que les Américains sont en train de mettre en place pour empêcher l'accès à l'énergie aux Chinois, pour les retarder. C'est ce qu'on appelle le découplage, que les Américains sont en train de pousser. Les Chinois, pour l'instant, ils disent rien, mais on n'est pas à l'abri d'un vrai affrontement entre les puissances.
Non, mais le traité, il n'a jamais rien, il n'a pas servi. Il a servi simplement à stabiliser et globalement à se dire, vous savez, les gars, quand vous ajoutez une ogive, j'en ajoute une. C'est tout. C'est globalement ça, mais ça n'a rien arrêté. De toute façon, L'arme de dissuasion, elle est chez les deux. de toute façon, on a bien compris, enfin, d'ailleurs c'est ce qu'il dit, que Poutine n'est plus lié à ce Il traité. n'a jamais été lié à ça. Voilà. Personne, ceux qui sont liés, c'est ceux qui n'en ont pas. Deuxième Et ils ne sujet. peuvent pas en développer. C'est tout. Deuxième sujet, un sujet dont on a beaucoup parlé, qu'on continue à évoquer dans les décodeurs, ce qui se passe en Iran. Washington et Téhéran confirment une rencontre donc vendredi demain à Oman. La question qu'on s'est posée d'ailleurs hier avec Hafid Boutaleb et Jawed Kardoudi, c'est est-ce que tout ça va, enfin, en étant sûr de la réponse d'ailleurs, est-ce que tout ça va profiter à la population? Non, mais moi je regrette que des nations dans le monde ont fait le choix d'un parcours idéologique au détriment des populations. Ouais, ouais. Parce que si l'Iran avait choisi le développement de son industrie, comme les Japonais ont pris deux bombes, au lieu de partir sur une organisation de vengeance des Américains, ils ont choisi la voie de la paix et de la prospérité et du développement. Et moi, je regrette des pays comme nos voisins aussi, hein, qui, au lieu de faire des choix économiques de prospérité, ils font des choix idéologiques et après, c'est les peuples qui sont les premières victimes. On voit là un cas où on empêche un pays, qu'on aime ce pays, qu'on l'aime pas. Globalement, je le prends de manière abstraite, de développer son arme nucléaire. Ça, le traité, il y est. Les gars n'ont rien signé. On leur dit, vous n'avez pas le droit de développer l'arme nucléaire. Donc ça, c'est globalement. Maintenant, est-ce que ça profite à la population? Clairement, non. Parce que le choix qui a été fait, c'est qu'il y a une antinomie entre ouverture économique et, on va dire, protection par rapport à des intrus. Mais ce qui se passe, c'est le contraire. C'est qu'à un moment, ça va exploser. C'est une bombe à retardement qui a été créée depuis très très longtemps et on est en train de voir les résultats. On ne peut pas opprimer son peuple de cette manière. Oui, j'écoutais ce matin d'autres radios, d'autres réactions qui venaient d'Iran, en tout cas qui venaient de proches, de gens qui sont encore en Iran, qui arrivent un petit peu à communiquer. Je pense que tout ça va accentuer les mouvements en Iran. Je pense que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Quand on regarde. Non, mais si ça accentue, la répression va s'accentuer aussi. Mais les mouvements, c'est quoi la répression et c'est quoi les mouvements et c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un regard journalistique de l'étranger. C'est que, je vous dis, le problème, la paix, elle est toujours dictée par les vainqueurs. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des pays occidentaux qui sont puissants et c'est eux qui dirigent le monde depuis maintenant peut-être un siècle et demi. Les pays comme l'Irak, comme la Syrie, comme l'Iran, comme d'autres pays qui ont choisi ces voies idéologiques très, très, très dangereux pour leur population, n'ont pas pu se développer. Donc, je pense que ce n'est pas la répression. C'est pas... Le problème, c'est que je pense que le choix de politique et de gouvernance en Iran doit changer, à mon avis. Dernier sujet des débats express, ça c'est beaucoup pour Hicham Ahmadi celui-là, c'est le choc, le duel entre Anthropic et OpenAI pour le Super Bowl. Non mais c'est un truc. Trahison, traîtrise, tromperie, donc sans mentionner son nom, Anthropic, donc la boîte qui gère Claude.ai, attaque de front OpenAI dans plusieurs spots publicitaires qui seront diffusés dimanche lors du Super Bowl à cause de la publicité qui va s'afficher donc sur ChatGPT très très bientôt. Oui, mais on arrive à la... C'est un peu la guerre des géants quand même. Hein. Oui, on arrive à un moment de la monétisation. Donc on commence par faire ce qu'on sait faire avant, c'est de la pub, et de la com et de l'utilisation des bases. Donc ça, c'est on va dire, le niveau le plus simple. Cette bonne guerre aux États-Unis, ça se passe toujours comme ça. Cette bonne guerre, qu'il y ait des attaques frontales et qu'on puisse faire rendre son concurrent, on va dire, le rendre comme étant la risée c'est normal. C'est de bonne guerre. Maintenant, sur le fond, OpenAI reste hégémonique et son algorithme est en train de se développer, le nombre d'utilisateurs est en train d'exploser. Ouais.
les applications sont en train de sortir, enfin sur le fond. Ok, je ne pense pas que cette communication fera quoi que ce soit. Elle fera parler du concurrent. Elle Ouais, elle fera fera juste parler un peu plus de Claude, en fait. du concurrent. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout. Là-dessus, Non, ça ne me choque pas. Ça fait Ouais. partie de la guerre commerciale et aussi des armes de la compétition Ouais. pour capter des parts de marché. Moi, je ne suis pas choqué. Et Donald Trump ne sera pas au Super Bowl parce que, un, c'est loin, il a autre chose à faire. Deux, il y a Bad Bunny. Donc, Ouais. c'est compliqué. Merci, messieurs. Merci Abdelrahmane Youmni. Merci Hicham Hamadi. À très bientôt À très vite. dans les décodeurs. À très vite dans quelques petites secondes. Les infos avec Karim Droné. Atlantique Matin,